Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci.
Alexandre, Bonjour tout le monde. bonjour. Il faudra me mettre comme présentateur. Je peux pas partager l'écran. Amandine, est-ce que tu peux le mettre comme présentateur? Oui, je m'en occupe. Merci. Merci. Normalement, c'est OK. Merci. C'est bon? C'est bon. OK, super. Je vous propose qu'on attende encore 2-3 minutes et puis on lancera les hostilités. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 J'ai une question à notre public. En attendant les derniers retardataires, est-ce que vous avez reçu un mail comme quoi le webinaire était annulé? Pas moi en tout cas. Non, pas moi non plus. Du tout. Ok. Du coup, ça doit être un truc interne. Faisant plus confiance en votre établissement et comme je refuse le changement, la remise de 500 € accordée étant dérisoire, vu la prestation fournie et utilisée. Les gens répondent beaucoup sur le chat, donc non, c'est bon pour tout le monde a priori. Ok, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout doucement, histoire de ne pas pénaliser les gens ponctuels, sachant qu'on n'a qu'une heure de temps devant nous et qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Du coup, je voulais déjà tous vous saluer. Merci de nous rejoindre. On va évoquer ensemble pendant une heure avec les experts d'Assaisie une thématique qui est plutôt d'une brûlante actualité, puisqu'il s'agit de la cybermalveillance et de son corollaire, la cybersécurité. Alors, le contexte dans lequel tout ça se place est très simple. L'ADIRA, c'est l'Agence de développement économique d'Alsace. On organise très régulièrement des webinaires à tendance économique sur des sujets qui sont d'actualité et à destination à la fois de dirigeants et de collectivités. L'objectif, c'est de les sensibiliser à une thématique que l'on croise nous-mêmes sur le terrain régulièrement. Alors, on va tenir en une heure. L'avantage, c'est que c'est une petite formation finalement qui ne nécessite pas de déplacement. Et pour vous donner un exemple du dernier webinaire qu'on avait organisé, il s'est intitulé « Quelle stratégie pour limiter la flambée des coûts énergétiques ?» Donc, vous voyez, à l'époque, c'était assez tendance puisque les coûts avaient explosé d'un peu partout. Aujourd'hui, on va analyser la cybermalveillance et en particulier les cyberattaques. Alors, les cyberattaques, c'est un fléau qui touche absolument tout le monde. Évidemment, les entreprises qui sont plus ou moins armées, mais aussi les collectivités, les hôpitaux. Donc, c'est un phénomène qui était peut-être, on va dire, plus ponctuel il y a 4-5 ans, qui devient quasi systématique et industriel maintenant. C'est peut-être en partie lié au Covid, on le verra tout à l'heure.
Alors, ce qu'on vous propose durant cette heure, ça va être très simple, c'est un peu de théorie, un peu de pratique. La partie théorique, ça va être avec Damien Nathan. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. On va peut-être... Donc, je disais que la partie théorique, on allait la travailler avec Damien Nathan, qui nous explique un petit peu quelles sont les différentes menaces, comment les combattre. Et puis surtout, ce qui vous intéresse énormément, c'est d'avoir un témoignage. Alors, je voudrais en particulier remercier le dirigeant de SALPA, du groupe SALPA, et en particulier M. Jérôme Roudet, qui est son secrétaire général et qui nous fait le plaisir de venir témoigner. Alors, ce n'est pas forcément toujours facile de témoigner de ce genre de crise, mais il nous expliquera un petit peu comment la crise, elle surgit, comment on la gère, quels sont les impacts. On vous avait évoqué qu'il y aurait un témoignage de collectivité, mais finalement, les collectivités qu'on avait sollicitées ont souhaité se rétracter pour des tas de bonnes raisons. Donc, on se concentrera sur le témoignage d'une entreprise privée. Comme M. Roudet est relativement pris par le temps, on lui posera un certain nombre de questions et puis il nous quittera sans doute avant la fin de ce webinaire, mais ce n'est pas grave, puisque M. Nathan reprendra la main sur la partie théorique. Et s'il nous reste évidemment quelques minutes en fin de webinaire, hein, sur la fin, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, Damien Nathan, peut-être qu'on peut déjà accueillir quelques questions sur le chat quand M. Roudet parlera, histoire d'orienter aussi les questions et de répondre à un maximum de vos attentes. Et voilà, je vous avais dit tout à l'heure qu'on discuterait de ce sujet avec des spécialistes, ce sont les experts assaisis. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à son dirigeant, Jean-Marc Patouret, qui nous expliquera un petit peu quelles sont toutes les expertises d'Assaisie et ensuite lui-même passera le ballon à Damien Nathan. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Je vous dis à tout à l'heure. Merci Alexandre, merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, Jean-Marc Patouret, donc je suis un des 3 dirigeants du groupe Assaisie, donc société alsacienne basée à Ensheim, en fait, qui est présente sur 6 métiers aujourd'hui, donc le conseil, la cybersécurité qui est le sujet du jour, l'intégration, les télécoms depuis 4 ans, les services managés qui est aussi un axe très fort de croissance pour nous, et les services cloud, sachant que pour information, le cloud que nous administrons et que nous avons monté avec une autre SS2I de la région est dans le top 10 des clouds nationaux. Voilà. Donc slide suivant, Damien, s'il te plaît. Alors, donc le siège est à Strasbourg. Nous sommes basés aujourd'hui sur le quart nord-est, donc avec Reims depuis 2019, Besançon, Genève depuis 2005 même, Bâle-Mulhouse, parce que nous sommes dans les locaux de l'Euro-Airport que nous infogérons depuis 2006 maintenant, et donc l'entreprise à Strasbourg qui a été créée en 2004 avec 2 associés, donc Manuel Kinsey, directeur technique, et Jean-Michel Valli, directeur des projets. Voilà. Donc, vous avez vu sur le slide précédent, en fait, deux labels qui sont importants pour nous, enfin, qui sont plus importants, qui sont en forte croissance actuellement. C'est le label Vita, c'est l'infogérance, effectivement. L'infogérance adaptée pour les petites, moyennes et grandes entreprises, mais c'est un autre sujet. Et surtout, la cybersécurité. Donc, le groupe Assaisie était déjà très présent sur la cybersécurité, mais nous venons de faire l'acquisition d'une société donc au 31 mars 2022 à Lille, Yorax, et donc cette société était très fortement spécialisée dans la cybersécurité. Donc c'est un axe de développement très important pour nous, et pour information, on ambitionne de devenir un acteur vraiment incontournable de la cybersécurité sur le quart nord-est de la France, voire au niveau de la capitale également. Voilà. En quelques chiffres, donc l'entreprise a donc 18 ans. C'est aujourd'hui 130 personnes. On a 10 postes ouverts, donc on espère pouvoir être 140 personnes avant la fin de l'année. Donc 3 data centers, donc un à Strasbourg, bien entendu, au magasin Vauban. Alors ce n'est pas chez OVH, parce qu'on me pose souvent la question, donc ce n'est pas, c'est au port du Rhin, mais ce n'est pas chez OVH. Un à Vénissieux, donc près de Lyon, et un 3e désormais à Lille, suite au rachat de Yorax en mars 2022. Et le dernier slide. Quelques chiffres. Donc voilà, c'est une entreprise qui est en croissance jusqu'à présent, croissance organique permanente. Donc on va faire un bond 2022 effectivement avec un chiffre d'affaires visé de 25 à 26 millions d'euros. Nous sommes à ce jour 130 personnes et nous visons 140 personnes. Alors j'avais promis d'être extrêmement court au niveau de la présentation pour laisser la parole aux spécialistes. Donc Damien Nathan qui est le responsable du conseil. Donc, je vous mets à disposition nos coordonnées, donc Damien, qui est responsable de conseil chez Assaisie, qui s'occupe de la cybersécurité également, et de moi-même, si nécessaire. Donc, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup, et merci Nadira, et merci à Jérôme Broudet. Merci à toi, Jean-Marc. Bien, écoutez, bonjour.
Damien Nathan, donc comme l'a précisé Jean-Marc, je suis responsable du département conseil chez Assesi et consultant en sécurité. On verra qu'il y a plusieurs thématiques dans la sécurité, on en abordera quelques-unes ici aujourd'hui. Ce que nous allons voir pendant les 45-50 minutes qui vont suivre, c'est un sujet d'actualité qui est la cybersécurité. Je dirais c'est malheureusement d'actualité, d'autant plus dans la période actuelle, avec, on a vécu les pandémies, le télétravail qui a eu son lot de problématiques de sécurité, la guerre qui a lieu en ce moment en Ukraine et la cyberguerre qui en découle. Peut-être certaines de vos sociétés ou de vos collectivités ont été touchées, mais beaucoup de sociétés, et pas forcément des grandes, et pas forcément des sociétés étatiques, sont touchées par des cyberattaques qui sont menées par des États. Ce qui d'ailleurs, on verra, a des conséquences notamment au niveau des assurances et des cyberassurances, parce que souvent, quand il y a des faits de guerre, ce n'est pas pris en charge par les assurances. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Pour donner quelques chiffres, pour que vous soyez attentifs, depuis la crise sanitaire, c'est 400% l'augmentation des cyberattaques. Sachant qu'avant déjà la crise sanitaire, on avait déjà fortement augmenté. En ce moment, c'est exponentiel. Donc, cyberattaques, dont évidemment des cyberattaques qui réussissent. 60% de ces attaques, ça donne un impact sur leur business. Et on en discutera tout à l'heure avec Jérôme Roudet. Voilà, toute attaque, à un moment ou un autre, a un impact sur l'organisation de votre entreprise et donc sur votre business. 80% des attaques, ce chiffre est important à retenir, ça passe grâce à une faille humaine. Et on verra que maintenant, la technique n'est pas le premier vecteur d'attaque dans les sociétés, dans les entreprises, dans les collectivités, dans les hôpitaux. C'est l'être humain qui fait qu'une attaque réussit. Et on verra que ça a de grandes conséquences parce qu'on oublie très souvent, trop souvent, de protéger cet actif, si je peux me permettre, qui est l'être humain. Et enfin, dernier chiffre, 60% qui admettent que demain, voilà, la gouvernance de la sécurité, la gestion de crise, savoir gérer ce type d'incident va devenir un enjeu majeur. Ce qui est une prise de conscience qui est pas mal. Alors, c'est souvent considéré comme un sujet technique et à prendre en compte par la DSI. Et je vais peut-être malmener certaines idées reçues, mais c'est un tort. La cybersécurité, ça concerne tout le monde, y compris les directions générales et les directions métiers. Enlevez le mot cyber devant sécurité, vous obtenez sécurité. Et tout le monde fait de la sécurité dans la vie de tous les jours. Dans vos organisations, dans vos collectivités, vous faites de la sécurité. La sécurité des bâtiments, la sécurité incendie, c'est quelque chose qui est en place depuis des dizaines d'années chez nous et on ne se pose même plus la question de savoir si c'est utile ou pas. La sécurité sur les transactions financières, dans les collectivités, les plans de gestion de risque pour une commune, c'est de la sécurité. C'est une thématique de la sécurité. Ben, la cybersécurité, c'est une thématique particulière de la sécurité. Donc, c'est de la technique, c'est vrai, mais c'est aussi beaucoup d'organisation, de comportement humain, de la préparation, de la prévention. Même chose, si je reprends l'analogie avec la sécurité incendie, on fait de la prévention, on fait de la préparation, on fait des exercices d'alerte incendie. On verra que c'est tout aussi utile de le faire quand on est sur le domaine de la sécurité informatique. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, ce qu'on va voir dans ces 40 minutes qui nous restent, 45, c'est comment allier ces deux mondes. Les DSI, les directions des systèmes d'information, et les directions générales, comment ils doivent mettre en place ensemble un mode de fonctionnement pour construire un système informatique qui soit sécurisé, qui soit sûr, je dirais même qu'il soit résilient. On va parler de ce terme tout à l'heure, on reviendra sur cette notion. C'est vraiment par le discours entre les directions générales, les directions métiers et les DSI que la sécurité d'un système d'information va pouvoir monter d'un cran et résister à toutes les attaques qui, à ce jour, font rage et font beaucoup de dégâts. Alors, pour illustrer mon propos, et avant qu'on passe à la discussion avec Salpa et Jérôme Roudet, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, elle est très courte, hein, elle fait 3 minutes 45, mais elle est banale, vous allez voir. Elle est souvent vécue, peut-être par certains d'entre vous. En tout cas, c'est l'histoire d'entre vous, sûrement autour de cette table. C'est l'histoire d'un voleur et d'une victime. On va appeler l'attaquant et l'attaqué. Et je vais vous montrer une toute petite vidéo qui n'est absolument pas technique et que je vais commenter. Vous avez à gauche l'attaquant et à droite, en vert, l'attaqué.
l'attaquant va envoyer un mail, tout simplement, à l'attaqué. Voilà, qui vient de le recevoir. C'est comme ça que commence une attaque, hein, la plupart du temps. Je vous dis que c'est le facteur humain. Voilà un exemple typique. On n'a pas formé la personne, elle ne sait pas comment détecter ce que c'est qu'un mail qu'on appelle de phishing, et donc elle va ouvrir ce mail parce qu'il vient peut-être d'une personne qu'elle connaît, ou elle attendait un document. Et voilà, le document est là, il est ouvert. À partir de là, vous voyez voir sur la partie gauche que l'attaquant va voir apparaître le PC de l'attaqué. On va le voir dans 10 secondes. Voilà. Et donc, il le voit apparaître. À partir de là, j'irai pour l'attaquer. Malheureusement, c'est terminé. Il ne peut plus rien faire. Il ne le sait même pas. Il est au courant de rien du tout. Lui, il continue à travailler. Pour autant, l'attaquant a la main sur son poste en totalité. Vous voyez sur la partie gauche, il voit tous ses répertoires, que ce soit des répertoires réseau, des répertoires sur le poste de travail, peu importe, il voit tout ce qu'il y a sur le poste. C'est ça Il est qui est important, capable. Damien. Excusez-moi, c'est de dire effectivement que beaucoup de cyberattaques ne sont pas visibles. Ce point est important. Voilà. C'est totalement furtif. Et là, il récupère un grand nombre d'informations. On verra qu'il peut en déposer aussi. Et c'est comme ça, par exemple, qu'un ransomware peut être déposé. Et c'est totalement invisible. Donc, pendant que vous pensez travailler tout à fait naturellement, voilà, on vient de voir qu'il vient de déposer un fichier, c'est un ransomware. Voilà. Et là, ce qu'on va montrer, c'est de manière très visuelle. En fait, il n'a pas la main que sur le poste, sur les systèmes de fichiers. Il a la main totalement sur l'écran aussi, sur la caméra. Il a la main sur le micro. Il a la main sur tout ce qui passe à l'écran. Vous voyez que là, par exemple, il est en train de voir ce qui se passe sur le navigateur de la personne. Et par le petit logiciel qui a été téléchargé, il va savoir tout ce qui est tapé au clavier. Donc, quand on sait tout ce qui est tapé au clavier, on récupère les logins, les mots de passe, bref, tout ce que vous faites. Encore une fois, de manière totalement furtive. Ce qui fait que même si demain, vous éliminez ce ransomware ou vous éliminez ce malware, eh bien, la personne a déjà obtenu un très grand nombre d'informations sur votre entreprise, des logins, des mots de passe, des mails. Il connaît toute la structure de votre entreprise. Voilà, là, il a pris la main sur la caméra. Et donc, en obtenant toutes ces informations, il peut mener ensuite d'autres attaques beaucoup plus ciblées. Et tout ça, même si vous avez éliminé pour autant le malware qui est présent sur le site. Voilà, cette petite histoire, ça n'avait pas d'autre but que de vous montrer, en fait, la facilité presque déconcertante avec laquelle, en fait, un hacker, hein, un attaquant peut venir mettre à mal votre système. Et on a tous en tête le ransomware qui bloque tout de suite l'ensemble de votre société et on n'y fait plus attention. Mais les attaques furtives sont beaucoup plus destructrices au final que ne peuvent l'être un ransomware. Elles sont moins visibles, mais elles sont beaucoup plus destructives. Voilà, le dernier exemple, il tape le mot de passe et regardez sur la partie gauche de l'écran, c'est peut-être moins visible pour vous, c'est petit, mais en bas ici, on a le login et le mot de passe. Voilà, je ne vais pas plus loin sur cette vidéo. Encore une fois, l'objectif, c'était de vous montrer en fait que malgré tous les investissements que vous allez faire, d'accord, et ce n'est pas facile à entendre, je dirais, ni forcément agréable, surtout pour les directions générales, malgré tous les investissements que vous avez faits pour la protection de votre SI, technique le plus souvent, hein, des firewalls, des antivirus, des anti-spam, parfois organisationnels, et ben malgré tout ça, malgré les dizaines ou les centaines de milliers d'euros que vous aurez dépensés, une attaque passera. Et elle mettra vos protections en défaut. Et par là même, elle mettra votre SI, votre système d'information à l'arrêt, et donc probablement votre entreprise, votre collectivité. C'est un peu ce qu'on peut appeler l'inévitabilité d'une attaque. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et ben ça arrive dans la vraie vie. Et en introduction, on a parlé donc d'un client de Salpa et de Jérôme Roudet qui a accepté de témoigner, que je remercie encore. On va évoquer avec lui un peu les conséquences immédiates qu'a eu l'attaque, les prises de décision qui ont suivi à court, très court terme, moyen et long terme,
est-ce que ça a changé ou pas en termes de prise de conscience au sein de l'entreprise, au niveau éventuellement de la direction générale, mais aussi très souvent des directions métiers ou des directions ou des utilisateurs. Donc bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots, hein, et pas technique, quelle est l'attaque dont vous avez été victime en 1 minute? Oui, donc l'attaque qui nous a touchés maintenant il y a un peu plus d'1 an n'était pas dans le style que vous avez montré, c'est-à-dire du phishing avec une ouverture de mail, une pièce jointe. C'était tout simplement un ransomware avec un crypto locker qui a profité d'un week-end de vendredi soir pour attaquer, pour disséminer le crypto dans toute l'infra du groupe. Ça par le biais d'un accès VPN donné à un prestataire, voilà, qui bien sûr avait login mot de passe, qui a fuité et qui, enfin, en tout cas que le hacker a récupéré. Et donc voilà, je dirais que le crypto a fait son œuvre. Il a mis combien de En fait, temps? En combien de temps vous avez été paralysé? alors justement, heureusement, le dimanche matin, un de nos collaborateurs a ouvert son PC et a constaté des extensions de fichiers dans les répertoires qui changeaient, qui étaient, je ne me souviens plus l'extension, mais c'était plus des points .doc, des points XLS, c'était des extensions vraiment très, très bizarres. Et ça l'a de suite interpellé et il a prévenu. Donc nous, le dimanche midi, on a pu intervenir pour couper l'accès Internet, déjà, pour couper l'accès Internet et puis voilà, stopper l'attaque. Donc voilà, et puis on s'est mis à l'œuvre dès le dimanche après-midi pour faire je dirais, le constat des dégâts et puis réparer et restaurer. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être la question suivante, mais Bah, c'est comment vous avez, oui, c'est un peu comment vous avez géré cette remise en ordre de votre SI? Et surtout, est-ce que c'est uniquement interne? Est-ce que vous avez fait appel à des compétences externes, est-ce que vous aviez un réseau quelque part de sociétés internes ou externes, hein, parce que c'est un réseau interne aussi bien sûr. pour Mais remettre on en a, oui. service? Ben, on a déjà nous, un service informatique interne, mais au-delà de ça, eh ben, on a fait appel à votre société, hein, on travaille avec vous depuis déjà de nombreuses années, et vous êtes intervenu à nos côtés pour restaurer, sachant que on avait justement un backup, les backups que nous les avions en interne, mais nous avions aussi au travers de vous sur des data centers externalisés. Et c'est ce qui nous a sauvés, puisque grâce à ça, heureusement, voilà, peut-être en ayant arrêté l'attaque assez tôt dans le week-end et pas attendre le lundi matin, on a sauvé ce qui, en tout cas les données externes, les backups externes, et on a pu restaurer sous week-end, on avait restauré à 80%. J'estime que c'est plus de la chance qu'autre chose, hein. Parce que je pense qu'un hacker peut aller chercher les backups, je crois, partout où ils peuvent être c'est difficile, voilà, de se prémunir de quoi que ce soit. Comme vous disiez d'ailleurs, on peut mettre toute la technique que l'on veut, les failles, et vous l'avez montré dans votre exemple, seront toujours là puisqu'il y a de l'humain derrière et qu'il y a de l'humain, voilà, il peut y avoir des failles et un clic de trop est très vite arrivé. Oui. Mais voilà. C'est d'ailleurs une des autres questions, c'est par rapport à l'attaque là qui a fonctionné. Quelle a été la réaction des directions métiers, de la direction générale? Est-ce que, ils pensaient être protégés parce que vous venez de le dire, il y a eu quand même des dizaines de milliers d'euros qui ont été mis en place en termes de protection. Comment ont-ils vécu cette attaque? Est-ce que ça a été traumatisant pour les directions générales, les directions métiers? Est-ce qu'ils ont pris conscience de quelque chose? Comment ça s'est passé vis-à-vis d'eux? Ah ben, oui, oui, bien sûr, on croit toujours que ça arrive qu'aux autres, surtout que nous sommes un groupe moyen
ne sont pas je dirais, au devant de la scène, comme d'autres sociétés plus publiques, ou en tout cas qu'il faut beaucoup plus de communication. On est plutôt discret, donc bon, on se dit qu'avant de nous toucher, ça touchera d'autres, mais c'est une erreur que l'on fait. Je crois que la question, c'est quand est-ce qu'on va être touché, surtout, qu'il faut se poser. Et ça, on l'a appris à nos dépens il y a un peu plus d'un an. Non, mais après, la réaction, bon, on s'est très vite aperçu dans les 4 heures qui ont suivi l'attaque, ou en tout cas dès qu'on est intervenu avec votre aide, voilà, qu'on pouvait rétablir rapidement les données externes. Donc à partir de là, tout le monde, dès le lundi matin, a été rassuré. Comme je vous dis, il y a eu très très peu, même quasiment pas, vraiment de problèmes de fonctionnement des filiales et des sociétés du groupe. Les mails ont dû être établis le lundi, le RP aussi, les bases de données ERP le lendemain, et voilà, et puis tout est allé très très vite. Je pense que ce qui était important aussi, c'est justement le fait d'avoir un partenaire comme vous à local, avec des data centers qui sont proches. Ça a aussi beaucoup aidé dans la remise en route de notre groupe, quoi. On en parlera un petit peu tout à l'heure. C'est l'un des points justement de préparer à être résilient, comme on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le réseautage. C'est d'avoir des réseaux internes et externes pour pouvoir être prêt à réagir le plus rapidement possible. Et c'est des fois du réseau même informel. Il y a des fois, c'est des contrats, voilà, des partenariats, des choses qui existent. Mais les réseaux dits informels, de savoir quelles sont les bonnes personnes aux bons endroits, encore une fois en interne et en externe, et de pouvoir y avoir accès en dehors de toute procédure pour accélérer une prise de décision ou démarrer une gestion de crise, c'est une des thématiques très importantes dans la résilience, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce que ça a changé la perception de la sécurité chez vous, d'avoir été victime d'une attaque? Vous pensiez que vous n'intéressiez personne. Ça, c'est un autre des critères. Oui. Les hackers, maintenant, sont intéressés par tout le monde. Mais qu'est-ce Oui, que oui, ça oui, a changé? voilà, mais c'est vrai qu'on était peut-être un peu naïf sur ce plan-là, et je l'avoue. Donc, voilà, on n'y pensait pas trop jusqu'à ce que ça nous arrive. C'est, je dirais, presque humain. Non, mais oui, ça a changé, bien sûr. Ça a changé déjà dans les procédures, dans les contrôles des accès que l'on peut donner à l'extérieur, dans tout. Voilà, maintenant, on a des procédures bien cadrées. Dès qu'on donne des accès pour des maintenances éventuelles, ou quoi que ce soit sur notre infrastructure, ou au niveau de la gestion du parc matériel, sur les entrées et sorties des collaborateurs, tout ça, on est bien plus rigoureux que ce qu'on pouvait l'être. Maintenant, voilà, ça n'empêchera jamais vraiment une attaque, et on le sait. Et c'est pour cela que nous, en plus, on a décidé, je dirais, de faire ceinture et bretelles en remettant en place un système de backup en bande. Donc physique. Voilà, donc pour avoir, je dirais, vraiment l'intégralité de nos données déconnectées du réseau Internet, et protégées. Alors, bien sûr, ça protégera des hackers, ça ne protégera pas d'autres sinistres, mais en tout cas, on a voulu rajouter, je dirais, cette protection physique qui est pour nous quand même, je dirais, aussi un gage pour dormir un peu plus tranquille. Voilà, être plus serein, parce que voilà, j'ai compris que voilà, quand on voit votre exemple, je reviens sur ça, c'est tellement rapide de cliquer malheureusement sur une pièce jointe sur un mail, et là se retrouver avec quelqu'un qui pénètre d'une façon ou d'une autre sur notre réseau, que voilà, ça sera très difficile de l'éviter, quoi. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'inévitabilité Oui, d'une attaque. Vous l'avez bien dit, la sûr. question, c'est pas si on se fait attaquer, c'est quand. Et même maintenant, la question du quand est dépassée. C'est quand une attaque réussira. Parce Mmh. qu'elle réussira un jour. Donc en fait, les vraies questions maintenant, c'est comment. C'est comment réagir quand une attaque passe, Voilà. comment se mettre en ordre de marche, comment être résilient. C'est ce qu'on va Et évoquer. éviter, et résilient, et éviter le blocage de l'activité du Voilà. groupe, et de redémarrer le plus vite possible pour avoir le minimum d'impact Mhm. négatif sur l'activité. Et,
donc de l'ensemble des sociétés, quoi. Le but, il est là, et on préfère, voilà, ce système physique de backup permettra peut-être, si ça arrive, ben, si on doit utiliser ce support pour restaurer, bien sûr, on perdra quelques données parce qu'on ne va pas le faire non plus toutes les nuits, mais si on perd une semaine de données, ça sera mieux que perdre tout. Donc voilà, en fait, je dirais qu'on a raisonné entre guillemets, un bon père de famille, ou en tout cas de façon rationnelle, en disant, bon, voilà, pour nous, ça, c'est une façon vraiment d'avoir, comme je vous ai dit, ceinture bretelle au niveau de la sécurité, quoi. Ok. C'était une des statistiques que je n'ai pas données tout à l'heure. En moyenne, les entreprises, quand elles sont attaquées, elles mettent à peu près, alors ça oscille, hein, mais entre 60 et 80 jours avant de détecter une attaque. Alors, évidemment, quand c'est un ransomware, on le détecte tout de suite. Et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que le ransomware était déjà là avant. Oui, c'est ça. Il a crypté pendant des jours, voire des semaines ou des mois, il a crypté des choses. Il crypte les sauvegardes quand il y a accès. Ensuite, il crypte le disque. Enfin, il vole d'abord des données. Il vole tout ce qu'il peut. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple. Hein. On vole tout ce qu'on peut. Et puis, une fois qu'on a crypté les sauvegardes, qu'on a volé toutes les données, qu'on a appris tout ce qu'on pouvait, à ce moment-là, on déclenche l'attaque. Et ça, c'est souvent des mois après que ça soit arrivé. Et là, c'est trop tard. Parce que on a perdu les données. Si on ne paye pas, on n'a plus les sauvegardes. Et donc, souvent, on est coincé. Donc, il faut se rendre compte qu'effectivement, les attaques sont très furtives. Elles sont là souvent depuis très longtemps. Et les systèmes ne les détectent pas toujours ou trop tardivement. Damien, je me permets juste un petit aparté parce que ce que vous dites est extrêmement intéressant. Monsieur Roudet avait parlé d'un petit peu de naïveté. Nous, sous le terrain, on croise des dirigeants à haute dose et je vous confirme que 80% d'entre eux pêchent peut-être par naïveté. C'est ce que j'appellerais peut-être le syndrome de l'alarme, c'est-à-dire que tout le monde attend d'être cambriolé avant d'installer une alarme dans sa maison parce qu'on se dit souvent, effectivement, je suis trop petit, je n'intéresse pas, etc. Alors qu'un hacker s'intéresse à la collecte de données et quelle que soit la taille de la boîte, s'il peut pomper un maximum de données qu'il pourra commercialiser, revendre ou bien par simple plaisir d'embêter un concurrent, il ne se gênera pas. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus ces critères de je suis une grosse boîte, une boîte en vue et je suis une cible privilégiée. Maintenant, tout le monde y passe. Si on avait dit tout à l'heure hôpitaux, collectivités, c'est quelque chose qu'on constate effectivement beaucoup sur le terrain. C'est pour ça qu'on se permet de faire un peu de prosélytisme en matière de cybersécurité. Je confirme, Damien, excuse-moi, je confirme effectivement que tout le monde y passe. Et Damien avait un exemple qui était intéressant, c'est que si vous avez par exemple 150 attaques avec des petites sommes qui sont demandées, c'est rentable quelque part. Et on va viser justement des clients qui sont pas protégés, quoi. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi. Merci encore, Monsieur Roudet. Hein, bonjour et merci encore pour votre intervention. Ça fait plaisir. C'est que en fait, dans votre cas, parce que vous êtes quand même une PME d'une certaine taille, vous étiez protégé, clairement. Et en fait, l'attaque est passée par le VPN d'un fournisseur. Donc ça, c'est le piège, effectivement, qu'on ne vise pas. On se dit, on est protégé, c'est très bien. Oui, mais il y a un fournisseur, effectivement, qui intervient, qui, lui, effectivement, est moins bien protégé et qui est à l'origine de l'attaque. Ça, pour moi, cet exemple est intéressant également, parce que c'est aussi une source. Oui, on a mis en place aussi, j'y pense maintenant, on a mis en place bien sûr une politique aussi de gestion des mots de passe et des logins avec des outils de stockage crypté. Alors, vous allez me dire, hein, ils peuvent peut-être un jour décrypter aussi, je ne sais pas. Je ne suis pas, spécialiste pour le dire, mais en tout cas, voilà, il est interdit aujourd'hui à notre groupe d'écrire le login mot de passe en bas de l'écran ou sur une feuille Excel ou Word. On a un outil, un logiciel qui permet de stocker cela de façon, je pense, plus sécurisée qu'un simple Word ou Excel. Voilà. Et c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que ça montre bien que c'est à la fois de la technique, un logiciel de gestion de mots de passe, mais c'est de l'organisation et des procédures, de la sensibilisation des utilisateurs qui a été mis en place. Et c'est là où moi je veux en venir ensuite dans la fin de la présentation, c'est la protection technique seule ne suffit plus. C'est fini. Il faut que vous preniez pour acquis que la simple protection, qu'elle soit juste technique, humaine, organisationnelle, elle ne suffira pas malgré tous les investissements. Il va falloir maintenant aller plus loin en fait que ça. Et là, vous venez de le dire, effectivement, voilà, la technique plus informer les utilisateurs. Mais en tout cas, merci Monsieur Roudet. Oui, je vais devoir vous laisser, il est 9h30 déjà. D'accord. Je continue ma journée. Parfait. Voilà, au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, Monsieur Roudet. Donc voilà, l'exemple qu'on avait, hein, vous l'avez vu, c'est que malgré les investissements qu'ils avaient, c'est une attaque est passée. Et la deuxième chose, c'est que Salpin pensait ne pas être la cible de hacker, et maintenant, en fait, tout le monde est la cible. Jean-Marc l'a dit, il préfère maintenant attaquer plusieurs centaines de sociétés et demander éventuellement des rançons moindres, plutôt que d'attaquer 2 ou 3 très grands groupes qu'ils savent forcément être mieux protégés, et donc ils auront plus de difficultés à les pénétrer et à obtenir des rançons. Ça devient maintenant des vendeurs, ça devient des sociétés mercantiles. Ils font un business, donc ils vont là où c'est le plus simple. Et force est de constater que les PME, les PMI, les collectivités, les hôpitaux sont parmi les sociétés qui étaient, en tout cas jusqu'à quelque temps, encore pas très très bien préparées en termes de sécurité, et ils en ont profité d'autant plus pendant la pandémie. Donc en fait, il faut penser autrement. Je l'ai dit tout à l'heure, cybersécurité, bien sûr, c'est-à-dire la protection. Il faut penser à se protéger, parce que vous limitez la surface d'attaque, vous arrêtez sur 100 attaques, vous allez en arrêter 80 ou 90, et donc il faut se sécuriser, évidemment. Mais il faut penser aussi, ce que j'ai introduit ce terme maintenant, à ce qu'on appelle la cyber-résilience, c'est-à-dire la capacité pour votre organisation à limiter l'impact d'une attaque qui aura réussi, la capacité de votre organisation à maintenir ses fonctions critiques, et ensuite à rétablir le plus rapidement possible les opérations normales de votre organisation. Voilà ce que c'est que la résilience. C'est pas se protéger, ça c'est en amont, c'est pouvoir limiter les impacts, maintenir votre activité à minima, avec peut-être penser à du travail en mode dégradé, mais ça se prépare, on va le voir, et de rétablir le plus rapidement les opérations, votre activité. Ça aussi, ça se prépare. Comment on rétablit rapidement? Ça veut dire qu'on doit savoir gérer une crise, on doit savoir l'anticiper, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place au moment où cette crise est là, pour avoir des scénarios types, pour avoir des réactions types, ou improviser à certains moments, mais par contre, l'improvisation, on l'a déjà répété sur tellement d'autres exercices que ça devient presque naturel. Donc voilà ce que c'est qu'être résilient. Et c'est aussi la capacité d'apprendre des incidents qu'on a eus et de s'adapter à leur évolution. Quand on arrive à ce mode de fonctionnement, ça veut dire que vous prenez donc pour acquis que des incidents vont générer des préjudices chez vous et que vous devez continuer à fonctionner. Et vous avez pris pour acquis que être simplement protégé ne suffit pas. Donc, en gros, la cyber-résilience, si vous voulez, c'est la cybersécurité, l'étape de protection, plus la capacité à limiter les impacts. D'accord? Si je devais le dire autrement, en général, quand on parle de cybersécurité, on quantifie, on gère et on connaît un risque. On se dit qu'il suffit de le connaître pour le stopper automatiquement, avec des boîtes magiques, des boîtes noires, des antivirus, des anti-spam, tout ce qu'on veut. Le postulat de la cyber-résilience, c'est que, non, c'est que oui, mais pas que. Le risque, on le mesure, on le gère, mais le problème, c'est qu'il a une dimension d'imprévisibilité. Et ça, vous ne pourrez jamais le contrôler. Donc, il va falloir savoir gérer les risques que vous ne connaissez pas et qui sont imprévisibles. Alors, c'est un peu antinomique. Comment on va gérer des risques qu'on ne connaît pas? Ben, pour ça, on va venir, c'est la partie préparation. On constate souvent que pour être cyber-résilient, il y a 5 grandes dimensions qui sont à prendre en compte. Et en fait, qui distinguent les entreprises qui arrivent à être cyber-résilientes de celles qui ne le sont pas. Et vous allez voir que ça n'est pas technique. Voilà les 5 dimensions. On va les évoquer assez rapidement parce qu'on pourrait disserter sur chacune d'entre elles pendant plusieurs heures et ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner quelques pistes. C'est la dimension dynamique, la dimension réseautée, pratiquée, adaptive et contestée. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. La dimension dynamique, c'est la capacité pour vous de gérer de manière très dynamique les incidents. Vous allez voir qu'un incident, cybersécurité, il a une temporalité qui est extrêmement variable. Il est très court parce qu'il se déclenche à un instant T de manière quasi immédiate, et pour autant, on va mettre des heures, des jours, voire des mois à le résoudre. Et c'est ce que vient de dire effectivement Jérôme Roudet. Ils l'ont eu à un instant T un dimanche. Pour un retour complet à la normale, ça a été à peu près 8 à 10 jours pour redémarrer.
Et j'aurais tendance à dire qu'ils s'en sortent bien. Parce qu'on a des exemples qui circulent dans la presse où des sociétés ont mis des mois pour rétablir un service normal. Les hôpitaux, pendant la pandémie, ont souffert pendant plusieurs semaines. Dans la région, on a entendu des témoignages de sociétés qui ont mis 1 à 2 mois pour redémarrer. Donc, être dynamique, ça va être réussir à adapter son dispositif de gestion de cette crise en fonction de la temporalité de l'incident. Et de se dire qu'il ne faudra pas mettre tous ces efforts dès le début et se dire qu'en 2 jours, on va avoir à gérer, ça va être sur le long terme. Et donc, il va falloir s'adapter en permanence à la menace telle qu'elle est là, qui va muter, qui va bouger, qui va changer d'endroit, qui va passer d'un service à un autre, qui peut même éventuellement partir vers une autre société parce que vous avez une interconnexion entre vos SI. Et dynamique comme ça, c'est compliqué parce que les organisations ne pensent pas à ça. Elles sont très souvent quand même dans l'immédiat, dans la productivité, dans le fonctionnement au jour le jour, et d'imaginer comment je vais changer mon dispositif pour pouvoir répondre à une crise dans les semaines, dans les mois à venir, c'est compliqué de le penser. C'est un biais psychologique qu'on n'a pas. La deuxième dimension, c'est réseauter. On l'a évoqué rapidement avec Jérôme Roudet avant. Les entreprises qui sont résilientes, on le constate le plus souvent, c'est qu'elles ont un écosystème avec qui elles sont extrêmement liées et elles savent mettre en place très rapidement les bonnes personnes aux bons endroits pour pouvoir résoudre une crise, qu'elle soit informatique, qu'elle soit financière, qu'elle soit comme c'était pas Panzani, c'était Buitoni pour la crise alimentaire qu'ils ont eue avec leur pizza, c'est d'avoir un réseau de personnes en interne, en externe, qui est mobilisable extrêmement rapidement pour pouvoir donner de son temps et de son expertise. Et c'est à la fois par des contrats qui peuvent exister, mais c'est tout aussi important d'avoir ça de manière informelle. Qui je peux appeler chez un prestataire, j'ai un contrat, mais bon, j'arrive pas à joindre la personne, c'est pas assez rapide. J'aimerais bien pouvoir appeler, je sais pas, par exemple, le patron ou le directeur technique pour lui demander s'il peut appuyer un petit peu sur l'accélérateur. Ce type de réseautage, ça se prépare en amont. C'est pas le jour où la crise arrive qu'on le fera. Donc c'est impalpable, c'est tisser un réseau relationnel qu'on entretient régulièrement, plus ou moins régulièrement, mais qui vous permettra le jour où vous en avez besoin de pouvoir réagir extrêmement rapidement. Et on sait que dans le cas d'une crise cyber, le temps de réaction est l'un des facteurs les plus importants pour pouvoir réagir. Si vous perdez plusieurs minutes pour réagir quand vous avez constaté que la crise est là, c'est autant, non pas de minutes, mais là c'est exponentiel, de jours, de semaines ou de mois pour remettre en service. Plus tôt on arrive à circoncire un incident ou une crise de type cyber, moins elle sera longue à réparer. Et donc, cette notion de réseautage est là pour ça. C'est appuyer sur le bon bouton au bon moment. Une troisième dimension, et c'est presque peut-être la plus importante, même si les autres le sont aussi, pratiquer. On n'est pas résilient si on ne pratique pas. Les plans, les scénarios, les plans de reprise d'activité, les plans de continuité d'activité, si on ne répète pas, si on ne teste pas ce qu'on a imaginé, on ne peut pas se considérer comme résilient. Combien d'entre nous, d'entre vous, pensaient être protégés par des protections techniques qui ont été mises en place, mais ne les ont jamais challengées pour vérifier si elles faisaient bien ce qu'elles devaient faire, si elles le faisaient de manière correcte. Très peu de gens le font. On pense à un plan de reprise d'activité. On a une salle machine, on a tout mis dedans. Si jamais je flambe à droite, je vais à gauche. Qui le teste régulièrement? Et qui le teste régulièrement en totalité? Et quand on teste la partie technique, ce qui est de temps en temps fait, qui teste la partie organisationnelle? Comment décide-t-on qu'on part sur un PRA? Est-ce que c'est dès que ça coupe, dans les 30 secondes? Est-ce que c'est dans 1 heure? Est-ce que c'est si c'est telle application qui tombe et pas telle autre? Ah, on n'entend plus Damien.
Mais l'exemple effectivement du PRA est important. Moi, j'irai même encore plus loin. L'exemple de la sauvegarde même est extrêmement important. On a vu, nous, des clients qui font des sauvegardes et qui se disent, bon, voilà, j'ai un message à la fin, la sauvegarde est faite. Mais qui c'est qui fait des tests de restauration régulièrement? Et on a déjà vu des exemples où des gens, effectivement, n'avaient pas plus de sauvegarde opérationnelle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, juste comme exemple, mais effectivement, Damien a raison d'insister là-dessus. Il faut pratiquer et tester régulièrement les crises. Et donc, en fait, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il faut gérer des risques qu'on ne connaît pas. Donc, ce qui veut dire que, par définition, si on ne les connaît pas, comment on va les gérer? En fait, on doit prendre les risques les plus importants qu'on connaît, ceux qu'on veut gérer, qu'on veut diminuer. Pour eux, on va mettre en place des scénarios techniques et organisationnels. Et donc, ça représentera peut-être au début 1, 2 ou 3 scénarios. Et ceux-là, on va les jouer régulièrement pour voir comment on arrive à répondre à cette crise-là. Et on va apprendre. Et ça, en fait, ça permet de, je le disais à un moment sur une autre réunion, on organise un petit peu la mémoire musculaire de l'organisation. C'est comme le sport, on s'entraîne pour être bon à un moment, et bien là, c'est pareil. On s'entraîne encore, on répète, on modifie un petit peu parce que là, on a pensé que ce n'était pas très, très bien organisé. L'objectif, c'est que les organisations, que votre direction de système d'information avec vos partenaires, vous ayez en tête cette partition et que vous soyez extrêmement réactif le jour où ça arrivera. Et même si ce n'est pas exactement le scénario que vous avez prévu, il pourra quand même s'en approcher et vous pourrez alors quand même improviser, mais l'improvisation aura quand même été préparée. L'improvisation, en fait, c'est aussi des techniques et ça s'apprend. Si vous avez déjà vu des concours d'improvisation, de théâtre, des concours d'éloquence où on improvise sur un thème qu'on donne à quelqu'un, c'est des heures, c'est des mois, c'est des années d'apprentissage pour arriver à improviser. C'est comme le jazz, on fait pareil. On n'improvise pas comme ça un morceau de jazz. On a une base, on apprend. Et bien là, c'est pareil. Donc, c'est vraiment un point très, très important. La partie adaptive, ça rejoint un peu la partie dynamique. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est au niveau de l'organisation. Il faut que votre organisation sache s'adapter quand il y a une crise, qu'elle ait des plans B, qu'elle ait des solutions de travail en mode dégradé. Il faut pouvoir se dire, j'ai mon fonctionnement qui n'est pas habituel, comment je peux faire pour assurer un minimum de services critiques auprès de mes collaborateurs, auprès de mes clients, auprès de mes administrés. Donc, adaptif, ça veut dire ça. Ça veut dire, en amont, dans les scénarios, penser à, je n'ai plus... je vais reprendre l'exemple des hôpitaux. Quand ils ont été, un hôpital à Rennes a été ransomerisé, ils n'avaient plus accès à leur informatique. Eh bien, ils ont ressorti, et ils l'avaient prévu, les tableaux blancs, et ils notaient tous ceux qui étaient admis, dans quelle chambre, quel traitement, et tout ça était noté sur un tableau blanc au feutre, comme on le faisait il y a 15 ou 20 ans. Les prises de température, eh ben, ils ont ressorti les trucs qu'on met au pied du lit sur lesquels on note les températures. Ils avaient des plans B. La téléphonie ne marchait plus. Ils avaient un plan B pour passer sur les téléphones portables de chacun d'entre eux. C'était prévu. Voilà ce que je veux dire, être adaptive. D'accord ? Et ça, c'est souvent un problème parce qu'on optimise nos entreprises, on optimise nos collectivités, on pense à une seule solution parce qu'elle est plus facile à maintenir, on la connaît tous, c'est productif. Et on s'aperçoit qu'il y a une corrélation directe entre plus une société est productive, plus c'est organisé pour être productive, et souvent, moins elle est adaptive. Je dirais pas moins résiliente, parce qu'elle peut mettre en place d'autres mécanismes, mais plus on est productif, moins on est adaptif, parce que le moindre grain de sable grippe toute la société. Donc, pensez aussi à se dire, le pire peut arriver, il me faut des scénarios, il me faut des plans B. Certes, ils vont être embêtants, ils vont me ralentir, mais au moins, ils me permettront de fonctionner à minima. Damien, si je peux me permettre, oui. Il faudrait juste accélérer, effectivement, parce qu'il y a des questions-réponses derrière. Merci. Eh ben, j'ai fini. Contester, quand on fait ça, on est contesté de partout. Il y a beaucoup d'obstacles en interne. Je viens de dire, la résilience, c'est illogique pour les entreprises, parce qu'elles sont à la recherche de la productivité, de profit. C'est normal, hein, jusqu'à preuve du contraire, une entreprise est là pour faire du profit. Mais plus on est productif, moins souvent on est résilient. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Et cet équilibre, il doit être trouvé entre les DSI et les directions générales.
comment sensibiliser les directions générales au fait qu'il ne faut pas prendre en compte que la partie technique, que si vous le faites, excusez-moi, je vais être un peu cru, vous êtes mort à moyen ou à long terme, il faut penser organisation, procédure. Il va falloir aussi penser sensibilisation des personnes pour que tout le monde aille vers ce chemin-là. Voilà, j'avais fini. Alors, par où on commence? En général, on fait ça. Hop là, je reviens. Je vous l'ai dit, il faut d'abord connaître. Donc, on passe souvent par une petite phase de diagnostic. Alors, ça s'appelle un diagnostic sécurité cyberattaque. Ça s'appelle une analyse de risque, si on veut aller un petit peu plus loin. Pas forcément une analyse de risque sur l'entièreté de la société, mais au moins sur les risques cyber ou les risques informatiques. De là, on choisit, on prépare quelques scénarios. On s'entraîne et on s'entraîne. Et ensuite, on apprend de ces scénarios, on s'améliore, on fait des points internes et on revient sur éventuellement choisir et préparer les scénarios et s'entraîner. Merci Damien. Voilà. C'est important, effectivement, on parle moins de technique, on parle beaucoup de méthode. Moi, j'aime bien effectivement l'approche parce que très souvent, on a des chefs d'entreprise qui ne savent pas comment mettre le pied à l'étrier par rapport à la sécurité. Ce que j'aime bien, c'est effectivement donner une visibilité en disant, voilà, selon les bonnes pratiques, quel que soit le sujet, vous devriez être là, d'accord? Et suite à un audit rapide, en fait, vous êtes là, donc vous prenez des décisions en bonne connaissance de cause. Et c'est souvent un premier pas qui est important, effectivement, pour avoir une meilleure lucidité. Voilà. Alexandre, je crois que tu as des questions? Ben oui, je vais ouvrir le bal parce que j'avais 3 questions faites pour être tout à fait complet à Damien. Alors la première concerne le groupe Salpa et j'ai trouvé que le témoignage était très intéressant. Est-ce que, si ce n'est pas confidentiel, on a une estimation financière de la crise qu'ils ont subie ou bien le fait que finalement toute la partie technique s'est remise en route assez rapidement, ils n'en ont pratiquement pas d'impact? Alors, il y a eu des impacts, c'est certain. On n'en connaît pas l'ampleur. Et là, j'aurais préféré laisser Jérôme Roudet répondre. Mais oui, il y a eu des impacts. Il y a eu des impacts financiers, mais qu'ils ont pu absorber. Voilà, ils ont eu une manière de gérer qui ont permis d'absorber ça. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'en dehors des impacts financiers, il y a aussi des impacts un petit peu indirects qui sont liés au business avec les clients qu'ils ont. Ça ralentit énormément un certain nombre de process d'organisation. Ils livrent beaucoup la grande distribution et que là, ça a eu quelques impacts relationnels qu'ils ont su gérer aussi. Mais ne pas oublier que derrière des impacts financiers directs, vous avez souvent, on peut s'en remettre assez rapidement si on a prévu ce qu'il fallait, mais les impacts indirects relationnels, eux, apparaissent beaucoup plus tard et font des fois beaucoup plus de dégâts. C'est comme la furtivité d'une attaque. Effectivement, je pense que c'est l'image de marque, hein, c'est le traditionnel problème de celui qui met des années à créer une belle image de marque et elle peut s'effondrer en quelques minutes. Oui. Alors, j'avais une deuxième question de néophyte, que je ne suis pas un expert en informatique, mais le matériel infecté, est-ce que dans sa totalité, il peut être nettoyé ou il y a certaines parties qui doivent être jetées et remplacées parce qu'il est foutu? Alors là, c'est un vaste débat. Alors, dans la majorité des cas, on peut effectivement réparer. Alors, le matériel, l'infrastructure, le matériel palpable, hein, des serveurs, des postes de travail, eux, on ne les jette pas. Ils ne sont pas infectés en tant que tels. Ce qui est infecté, c'est les couches supérieures, c'est les logiciels, c'est le système d'exploitation. Donc, on ne jette pas le matériel, mais on réinstalle des choses propres dessus. Ça, c'est dans le monde des bisounours, je dirais. Il y a des fois où on ne peut pas le faire parce qu'il y a une partie du système qui n'est pas totalement inopérante. Donc, on a quand même besoin d'une partie du matériel. On ne peut pas le réinstaller complètement. Donc, on est obligé de recommander des matériels à côté et de remonter un nouveau système. Donc, la réponse n'est pas... Tout dépend effectivement de la finesse de l'attaque. On va dire que la plus grosse partie, c'est les couches supérieures. Donc, en réinstallant, ça va. Et après, c'est vrai que les antivirus et les protections aujourd'hui, en fait, c'est un combat permanent avec les cybercriminels sont extrêmement créatifs, d'accord? Donc, ils vont inventer, les antivirus vont compenser, autres. C'est permanent, en fait. Donc, oui, pardon. oui, vas-y, je t'en prie. Et c'est que ensuite, pour aller un tout petit peu plus loin, c'est qu'il y a une angoisse. Et ça, les DSI, hein, les administrateurs le vivent. C'est un des traumatismes qu'ils ont à chaque fois, c'est que même quand on a remonté un système, on a en tête, et si on avait oublié quelque chose?
Et si malgré tout ce qu'on a fait, le hacker a quand même laissé un truc quelque part qu'on n'a pas vu et qui va se redéclencher plus tard. Et ça, c'est un vrai traumatisme que les DSI vivent quand on est post-ransomware et des semaines, des mois après. C'est que dès qu'il y a le moindre grain de sable dans le système, on remet en cause tout en disant « Zut, on a oublié quelque chose, c'est encore le ransomware qui vient nous pourrir la vie. » Je suis un peu cru, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Okay. Donc voilà. Et j'ai une dernière question. On se fait attaquer, c'est effectivement dramatique pour l'entreprise, de la collectivité. On a donc subi un préjudice digital et moral. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut compter sur notre ami l'assureur ou tout d'un coup il se débine parce qu'on est dans le moral et le digital, tout est un peu flou et ça n'a pas été écrit puisque ce sont des nouvelles formes d'attaque. Et là, paf, on se retrouve sans assureur pour nous aider? Alors là, c'est un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière. On a fait un Cyber Day avec justement un assureur. Il a eu une très belle explication. Les assurances commencent de plus en plus à se retirer des cyberassurances. Elles leur coûtent extrêmement cher. En gros, pour une prime de 100 qu'ils encaissent, ils payent en gros 160. Donc, ce n'est pas rentable. Donc, de plus en plus se désengagent ou mettent énormément de barrières à l'entrée, posent énormément de questions, vous demandent de mettre en place beaucoup d'organisation et beaucoup de résilience. Oui. Maintenant, les assureurs ne vous demandent plus si vous avez fait un pen test, si vous avez un antivirus, c'est terminé. Ils vous demandent, est-ce que vous avez une démarche sécurité? Prouvez-nous que vous avez une démarche sécurité. Savez-vous réagir à un incident? Avez-vous un dispositif de gestion de crise? Et avec tout ça, ils vous disent, OK, on va vous assurer, mais attention, on vous assure pas pour tout. Il y a de plus en plus d'exclusions de garanties, ou alors avec des primes très importantes. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout au début, les guerres de certains assureurs se retranchent derrière le fait que des ransomware ou des attaques, en fait, c'est mené par des États, l'Ukraine ou la Russie. Donc, c'est considéré comme une cyberguerre, donc c'est exclu des contrats. Il y a un cas typique au Canada qui a fait presque jurisprudence, une boîte alimentaire énorme, c'était il y a 2 ans, qui s'est fait attaquer par le ransomware qui s'appelait WannaCry, pour ceux qui l'ont entendu parler. Elle a déclenché son assurance, qui devait lui payer dans les 40 millions, alors c'est des dollars canadiens, 40 ou 50 millions de dollars canadiens. Et quand l'assureur dit « Ah mais non, non, c'est WannaCry. WannaCry, ça a été fait par, je ne sais plus si c'était les Israéliens ou pas. » Il dit « Non, non, c'est un État, c'est une guerre, on ne paye pas. » Donc voilà, les assurances, attention, discutez, il en existe encore peu. Il faut que vous en preniez maintenant si vous en voulez. Dans un an et demi, elles seront beaucoup plus restrictives, il y en aura beaucoup moins et elles seront extrêmement chères. Le témoignage de l'assureur, effectivement, c'était ça. C'était, voilà, il y en aura de moins en moins. Donc, si vous vous assurez, c'est maintenant, mais il y a quand même, il faut bien lire entre les lignes. Voilà. On a encore ici une question de Adam Sandoval. Quel type d'attaque peut passer par un fournisseur et comment savoir si celui-ci fait le nécessaire pour éviter ces situations? Vous ne le savez pas. À la base, je fais la réponse très très dure. Je veux dire, voilà, vous venez de toucher, personne qui pose la question, à un point très important. C'est l'interconnexion et l'interopérabilité entre les systèmes. Vous n'avez pas la main sur vos prestataires, sur la manière dont ils gèrent leur sécurité. En revanche, vous avez la main sur votre sécurité. Et donc, c'est à vous, en tant que collectivité, client, de dire, voilà, vous rentrez sur mon système, vous obéissez à mes règles. D'accord? Vous mettez en place un certain nombre de systèmes, c'est moi qui suis maître du VPN, par exemple, des mots de passe, des changements des mots de passe. Vous avez des comptes qui sont nominatifs, aucun compte qui soit générique. Il s'échange régulièrement. Et si, monsieur le prestataire, vous n'êtes pas content, ben, je suis désolé, mais c'est comme ça, parce que mon système, il est important pour moi. Et maintenant, il y en a même qui vont plus loin. Ils font des plans d'assurance sécurité, ce qu'on appelle des passes, et ils demandent un certain nombre de garanties à leurs prestataires. Et d'autres vont encore plus loin, ils les incluent dans des scénarios de gestion de crise. C'est-à-dire qu'ils montent une sorte de partenariat, alors ça ne se fait pas avec tous les prestataires, mais d'être main dans la main, certaines sociétés sensibilisent les prestataires, ou en tout cas les administrateurs qui viennent chez eux, à la sécurité informatique. Parce que même si ce n'est pas leurs collaborateurs, ils comprennent bien l'intérêt, c'est que si les prestataires sont bons en termes de sécurité, ben, le client il aura moins d'impact. Donc c'est un écosystème, il faut penser à ça. Vous avez la main sur votre sécurité, c'est à vous de dire, c'est à nous en tant que clients de dire à nos prestataires, vous rentrez sur mon système,
vous répondez à mes règles de sécurité. Ça ne va pas sans heurts. On est bien d'accord. Ils trouveront tous bien. C'est pas Non, mais si compliqué, tu l'imposes, c'est tout. mais on impose. Voilà. Les télémaintenances qui sont ouvertes 24 heures sur 24, c'est non. Je veux dire, c'est très bien parce que le prestataire va vous dire mais je peux intervenir comme ça, même en pleine nuit si vous avez un pépin. Mais c'est non. Il faudra qu'on accepte que quelqu'un chez nous se lève pour ouvrir la télémaintenance parce que c'est un trou de sécurité qui est monstrueux. Chez nous, les gens qui se connectent, c'est limité dans le temps, d'accord? C'est organisé préalablement. On demande effectivement des sécurités et derrière, il y a un chiffrement. Enfin, voilà. Il faut que ça soit contrôlé effectivement par la société. Donc, pour répondre à la question, voyez votre informatique et je dirais simplement, on n'ouvre pas des VPN et des liens à l'extérieur sans contrôle préalable. Voilà. Et une liste des prestataires. Est-ce que vous avez la liste de ceux qui se connectent? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous savez si les gens qui se connectent sont encore dans la société du prestataire ou est-ce qu'ils en sont partis? Alors voilà, c'est tout. Et là, on est dans du process. On n'est absolument pas dans la technique. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question sur le chat ou directement en live par vidéo? Si ce n'est pas le cas, je vais déjà remercier Damien, notre intervenant qui est parti. Merci Damien en tout cas pour toutes ces explications. Et je pense que Jean-Marc, tu peux peut-être terminer par le mot de la fin. On a tenu le timing, donc merci à tous pour votre intérêt pour cette problématique. Je pense qu'on aura encore quelques années à traiter et de manière de plus en plus musclée. Donc voilà un petit mot de conclusion peut-être Jean-Marc. Oui, très volontiers. Donc oui, effectivement, la vidéo sera disponible, donc ça c'est très volontiers. On est à votre disposition. Moi, j'ai toujours une remarque par rapport à ça. On est très mal à l'aise par rapport au fait de dire oui, on vous fait peur, on vous fait peur. Parce que très souvent, faire peur, c'est une manière aussi de manipuler les gens. Puis voilà. Là, l'objectif, c'est pas de faire peur, parce que c'est pas dans l'ADN de la société, c'est juste d'être plus lucide par rapport au risque. Voilà. Et comme disait très justement Alexandre en début de réunion, c'est très souvent après un incident qu'on prend des dispositions effectivement pour y pallier par la suite. Donc c'est très abstrait, surtout quand on est dans l'opérationnel par rapport à son métier, c'est effectivement une contrainte supplémentaire, mais le risque est réel. Et le risque est, enfin, comme disait Damien aussi très justement, l'augmentation de 400% actuellement par rapport au nombre d'attaques est réelle. Donc voilà. Donc juste, on est à vos dispositions. Hein, on n'est pas là pour faire du commerce, mais bon, on est à vos dispositions sur des questions par la suite. Et merci encore à Damien pour ton intervention. Merci beaucoup à Alexandre et à la DIRA pour l'organisation de ce séminaire. Moi, je vous remercie tous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire sur notre thématique économique d'actualité. Voilà, bonne journée à tous. Au Merci plaisir. à Cécile. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.